sommaire de cette édition, les opérations de comptage des voix a commencé ce mardi en Éthiopie, au lendemain d'élections cruciales mais incomplètes. Opération anti-djihadiste au Burkina Faso, 11 djihadistes ont été tués et 3 bases terroristes détruites entre le 14 et le 16 juin lors d'une opération anti-djihadiste dans les régions de l'Est. Et puis, près de 6000 personnes qui avaient fui en 2015 des attaques djihadistes ont été reconduites à Baroua, leur localité d'origine située dans la région de Difa, dans le sud-est du Niger. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Le dépouillement des votes se poursuit ce mardi dans plusieurs villes en Éthiopie et les premiers résultats commencent à être publiés à Bahir Dar, capitale de la région d'Amara voisine du Tigré, et ce au lendemain d'élections législatives. Ce scrutin est présenté comme la plus démocratique jamais organisée dans le deuxième pays, le plus peuplé d'Afrique, mais qui se déroule alors que la famine sévit dans la région du Tigré déchirée par la guerre. Les Éthiopiens ont voté en nombre et dans le calme lundi. C'est lors d'élections législatives censées apporter une légitimité au Premier ministre Abiy Ahmed, à l'image entamée par la famine en cours dans la région en guerre du Tigré. Initialement prévu pour fermer à 18h heure locale, soit 15h GMT, les bureaux de vote ont finalement clos à 21h heure locale, soit 18h GMT, les autorités ayant annoncé une prolongation de dernière minute face à l'affluence observée en certains lieux. Les premiers résultats d'ensemble ne sont pas attendus avant plusieurs jours. Bien que ce double scrutin législatif et régional n'ait pu se tenir sur tout le territoire du deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, il constitue le premier test électoral pour le Premier ministre Abiy Ahmed. Ce dernier, 44 ans, avait promis à son arrivée au pouvoir en 2018 d'incarner un renouveau démocratique, rompant ainsi avec ses prédécesseurs. Désigné à l'époque à la tête du gouvernement, il souhaite obtenir l'onction populaire qui lui fait défaut. Mieux implanté, son parti de la prospérité reste toutefois le grand favori pour remporter une majorité. En Éthiopie, les députés élisent le Premier ministre qui dirige le gouvernement. La volonté du peuple éthiopien sera garantie, a déclaré Abiy Ahmed depuis sa ville de Béchassa, où il a voté. Cela permettra de garantir l'aspiration de l'Éthiopie en tant que nation souveraine et de faire échec aux intentions néfastes de ceux qui nous veulent du mal, a-t-il ajouté. La commission électorale a rapporté des incidents, notamment des actes d'intimidation de représentants de partis, dans les régions de l'Amhara et du SNNPR au sud et de l'Afar. Internet, réseaux sociaux et télécommunications ont fonctionné normalement en cette journée redoutée sensible, rompant avec les habitudes des autorités qui n'hésitent pas à opérer des coupures pour prévenir toute violence ou déstabilisation. L'ancien président Laurent Gbagbo, de retour depuis jeudi dernier en Côte d'Ivoire, après 10 ans d'absence, a déposé ce lundi au tribunal d'Abidjan une demande de divorce avec Simone, son épouse. Les deux sont mariés depuis 1989, a indiqué l'avocat de Simone, Gbagbo. Laurent Gbagbo annonce qu'en raison du refus réitéré depuis des années de Dame Simone et Yves de consentir à une séparation aimable, il s'est résolu à saisir le juge des affaires matrimoniales du tribunal de première instance d'Abidjan d'une demande de divorce, a écrit son avocat dans un communiqué. Une séparation amiable aurait pourtant représenté la voie de règlement approprié à leur statut personnel et politique réciproque, selon l'avocat. Le couple s'était marié en janvier 1989 et a eu 2 filles ensemble. Ils ont été de fervents opposants au père de la nation, Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la Côte d'Ivoire de 1960 à 1993, et se sont battus ensemble pour le multipartisme. Laurent Gbagbo a été président de 2000 à 2011 et Simone Gbagbo, une première dame redoutée, très influente et qui a encore aujourd'hui des sympathisants. Ils ont été arrêtés ensemble en avril 2011 après leur refus de reconnaître la victoire d'Alassane Ouattara à la présidentielle. Plus de 3000 personnes ont été tuées dans cette crise. Laurent Gbagbo a été peu après transféré à La Haye pour être jugé devant la Cour pénale internationale CPI, qu'il a définitivement acquitté en mars après une longue procédure.
Simone Gbagbo, à elle, était condamnée en Côte d'Ivoire en 2015 à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Elle a été amnistiée en août 2018 et libérée après 7 ans de détention. Laurent Gbagbo, 76 ans, vit en couple depuis de nombreuses années avec Nadi Bamba, une ancienne journaliste de 47 ans. Il est rentré avec elle jeudi en Côte d'Ivoire après son acquittement et le feu vert du président Ouattara. Simone Gbagbo, 72 ans, s'est rendue à l'aéroport d'Abidjan pour accueillir son mari, a échangé quelques mots avec lui au milieu de la foule des partisans de l'ancien président, mais a rapidement quitté les lieux. J'en parlais en titre, 11 djihadistes ont été tués et 3 bases terroristes détruites entre le 14 et le 16 juin dernier lors d'une opération anti-djihadiste dans les régions de l'Est du Burkina Faso. C'est ce qu'a annoncé ce lundi l'armée burkinabé. Du 14 au 16 juin, sur la base de renseignements précis, une opération a été conduite par des unités du groupement de forces du secteur Est afin de démanteler des bases terroristes, a indiqué l'état-major du Burkina Faso dans un communiqué, ajoutant que l'opération a consisté en un engagement aéroterrestre. Elle a permis de détruire 3 bases terroristes à Nokotourgou, Oro-Seni et Bouraïnima. 11 terroristes ont été neutralisés. De l'armement, des munitions, plusieurs motos et des moyens de communication récupérés également. Entre le 17 et le 18 juin, 3 engins explosifs improvisés ont également été découverts et détruits dans 3 autres localités de la région de l'Est, a souligné l'armée. Une dizaine de terroristes avaient été neutralisés lors d'opérations de ratissage entre le 7 et le 13 juin après le massacre par des djihadistes présumés dans le village de Solane au nord-est du Burkina Faso. Dans la nuit du 4 au 5 juin, au moins 132 personnes selon le gouvernement et 160 selon des sources locales ont été tuées dans l'attaque du village de Solane près de la frontière avec le Mali et le Niger. Cette attaque est la plus meurtrière depuis le début de l'insurrection djihadiste au Burkina Faso, il y a 6 ans, qui a fait plus de 1400 morts et contraint 1 million de personnes à fuir leur foyer. Le Burkina, pays sahélien, est confronté depuis 2015 à des attaques de plus en plus fréquentes et meurtrières de groupes djihadistes affiliés au groupe État islamique et à Al-Qaïda. L'ex-premier ministre de transition malien Mokhtar Ouane a reçu ce lundi à Bamako une délégation de personnalités auxquelles il a confirmé que l'ancien président de transition et lui était en résidence surveillée, et ce depuis fin mai après un nouveau putsch, a dit un participant à la rencontre. Mokhtar Ouane a reçu lundi une délégation internationale de personnalités engagées dans la défense des droits humains et leur a confié que lui, tout comme l'ex-président de transition Bandao, sont en résidence surveillée, a dit un participant à la rencontre s'exprimant sous le couvert de l'anonymat. Lundi matin, une sortie impromptue de Mokhtar Ouane de chez lui, malgré la surveillance, a suscité la diffusion d'un message d'alerte au sein des forces de sécurité, et quand il est rentré chez lui, il a trouvé des membres de ses forces de sécurité dans sa cour, a rapporté un membre de son entourage. Mokhtar Ouane et Bandao, président de la période de transition ouverte après le premier coup d'État militaire en août 2020, ont été arrêtés le 24 mai dans un second coup de force mené par le colonel Assimi Goïta et les militaires restés maîtres du pouvoir. La mise à l'écart de Mokhtar Ouane et de Bandao a été officiellement présentée comme une démission. Les 2 hommes n'ont pu encore s'exprimer publiquement sur ces événements. Ils ont pu rentrer chez eux à Bamako le 27 mai. Mais leur entourage dit qu'ils sont sous le coup d'une résidence surveillée qui ne dit pas son nom. Dans les jours suivants, le putsch du 24 mai, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, médiatrice dans cette crise politique malienne, avait réclamé la libération immédiate des 2 hommes assignés à résidence selon elle. Elle s'est depuis montrée plus discrète sur le sujet. Pour finir cette édition, près de 6000 personnes qui avaient fui en 2015 des attaques djihadistes ont été reconduites à Baroua. Ils reviennent ainsi dans leur localité d'origine, située dans la région de Difa, au sud-est du Niger. C'est la toute première opération de retour de déplacés dans leur localité d'origine et qui concernera 18 autres villages. Elles avaient été réinstallées dans des sites de la région, notamment dans la ville de Difa elle-même. Il s'agit d'un retour volontaire
et 1187 ménages, soit 5935 personnes, ont déjà regagné depuis dimanche Baroua, une localité située près de Bosso, à proximité du lac Tchad, a déclaré à l'AFP Yahya Godi, le secrétaire général du gouvernorat de Difa, une région proche du nord-est du Nigeria. À terme, ce sont 8 000 à 10 000 personnes qui doivent retourner à Baroua. La télévision publique nigérienne a montré dimanche soir les images de l'arrivée à Baroua sous haute escorte sécuritaire d'une vingtaine de camions bourrés de vivres, de réserves d'eau, de lits, de matériaux pour confectionner des abris au-dessus desquels étaient assis des hommes, des femmes et des enfants. Compte tenu de l'évolution positive de la situation sécuritaire sur le terrain, le gouvernement a décidé de donner son feu vert aux populations déplacées pour retourner dans leur village d'origine, a déclaré Issa Lemine, gouverneur de la région de Difa, qui a accueilli les premiers arrivants à Baroua. Les dispositions sont prises par les forces de défense et de sécurité pour renforcer quotidiennement la protection des personnes de retour, a-t-il assuré. Tout le village est tombé en ruine et il faudrait tout reprendre à zéro. Centre de santé, système de distribution d'eau potable, école, mosquée, tout est délabré, a déploré un élu local. Selon Yahya Godi, quand les autres déplacés encore réticents verront que les conditions de sécurité sont réunies et que l'eau, les centres de soins, l'école, les abris seront à nouveau disponibles, ils vont emboîter certainement le pas aux premiers déplacés rentrés. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.